Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Fifou. Je suis Grégoire, accompagné de William et Fabien. Salut. Salut. Bienvenue à tous pour notre 3e épisode. Le but de notre podcast Fifou est de parler de sujets divers et variés en croisant nos points de vue depuis 3 coins du monde. En effet, William est à Hong Kong, Fabien à San José et je suis à Paris. Le premier sujet du jour est basé sur un article publié sur l'ADN.eu qui s'appelle « À quoi ressemblera l'entreprise en 2030 ?» Il a été publié début juin 2016, écrit par Mélanie Rouzen. Cet article est en fait un résumé d'une conférence qu'a tenue Joël de Rosnay à l'ouverture du E-Media Brand Summit, qui est en fait une conférence sur le futur de l'entreprise. Et Joël de Rosnay a balancé, hein, c'est un peu le mot, c'est un peu ce que j'ai ressenti à travers cet article, a balancé vraiment tout ce qu'il pensait voir venir pour l'entreprise en 2030. Alors au sommaire de cet article, je vous lis déjà les titres et puis après on pourra débattre de quelques sujets. Oublier Internet, penser écosystème. Là il parle de la réalité virtuelle, du numérique qui augmente nos sens. Enfin voilà, ça va assez loin, hein, je vous dis, c'est pour ça que c'est un peu balancé. Qui sont les disrupteurs, coéconomie, partage, personnalisation. En route vers une démocratie énergétique, la voiture intelligente, les énergies alternatives. L'industrie 5.0, là on a forcément pensé à William, vu qu'il parle du futur des imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, c'est déjà fini pour lui, ou presque. Il parle numérique et santé, ça c'est aussi ce qui m'a intéressé à titre perso. Une entreprise fluide avec un décalage entre nos propres outils et ceux dont nous disposons au bureau, ça c'est une réalité. Trop d'infos, pas assez de temps, savoir s'adapter. Voilà, c'est un article complet, pas très long non plus, et puis qui permet de pouvoir poser, alors je ne sais pas si c'est les bases ou si c'est une utopie, je pense pas. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on envisage déjà, qui sont déjà à nos portes. Est-ce que parmi ces sujets, William, Fabien, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous a parlé, ou est-ce que l'ensemble, vous voyez déjà, vous travailler dans cette entreprise de 2030 ? 2030, je vous rappelle que c'est dans moins de 15 ans. Hein. Alors oui, il y a beaucoup effectivement de contenu dans cet article, très intéressant. Je dirais que le sujet qui m'a interpellé, que j'aime beaucoup, c'est le sujet qui parle donc d'une entreprise fluide. Alors effectivement, c'est un sujet assez connu, et en fait les plateformes aujourd'hui de crowdsourcing notamment sont à l'origine en fait de cette fluidité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils parlent en fait du modèle pyramidal qui est mort, et je trouve que c'est une très belle image pour en fait mentionner le futur de l'entreprise. Alors nous, chez Accenture, on parle de Liquid Workforce, qui en fait veut dire qu'aujourd'hui ces plateformes de crowdsourcing, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le crowdsourcing, mais ce sont des plateformes en fait sur le net où vous vous inscrivez ou créez un compte et vous présentez comme freelancer, c'est-à-dire vous faites votre CV, vous présentez, vous dites voilà, je suis payé tant par heure, et vous êtes disponible sur une espèce de marché du travail virtuel, digital dans le fond, et vous êtes capable donc d'être contracté par une entreprise pour un temps soit complet dans toute la semaine, ou soit vous mettez vos heures sur lesquelles vous êtes disponible pour travailler. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des entreprises qui vont exclusivement mener leurs projets ou tout simplement leurs activités quotidiennes qu'avec ce système-là. C'est-à-dire, il n'y a plus d'employés permanents ou très peu d'employés permanents dans l'entreprise, mais c'est que à coup de projets, à coup de contrats, à coup de freelance que l'entreprise va réaliser donc ses activités.
Et ça pose d'énormes questions sur la structure de l'entreprise en 2030, effectivement, ou à horizon très rapide, en fait, puisqu'on a déjà ces solutions disponibles sur le marché. Donc, je trouve ça très intéressant de voir à quel point on a une dynamique très fluide qui va s'installer chez les travailleurs, en fait, des entreprises. Et ça pose aussi des questions sur comment on va gérer les carrières des individus. Donc, ça va être des carrières très individualisées et des parcours très différents. Comment on va gérer aussi le management de ces ressources-là, comment les motiver, donc quelle sera l'identité d'une entreprise suite à cette fluidité, je dirais, de sa workforce. Donc voilà, des questions qui sont très intéressantes. J'ai trouvé ce thème absolument d'actualité et qui va poser de très grosses questions très rapidement. Alors, moi j'ai quelque chose à dire là-dessus, parce que c'est des services que j'utilise déjà, je l'ai utilisé il y a moins de 2 mois. Freelancer, je crois que c'est freelancer.com. On avait un projet, c'est des projets pas importants pour la boîte. On a voulu faire un kiosque pour nos magasins où les gens pourraient regarder un peu toutes les photos de nos modèles, regarder différentes informations, etc. On a même prévu d'y mettre de la musique pour si les clients ont envie de mettre de la musique dans le magasin. On n'a pas les ressources en interne pour faire ça. Ceux qui ont les skills n'ont pas le temps. Donc, on allait recruter quelqu'un sur freelancer.com. C'est pas au point, je vais vous le dire. Aujourd'hui, c'est pas au point pour plusieurs raisons. La première étant les arnaques. C'est-à-dire que c'est des sites qui fonctionnent à réputation. Modifier sa réputation, c'est super simple de prétendre d'avoir une bonne réputation. Il y a un système de milestones, c'est-à-dire que tu en fait mets une certain nombre de tâches. Tu dis, tu fais cette tâche-là, je te paye tant et jusqu'à la prochaine tâche, etc. Simplement, c'est pas aussi simple que ça. On le sait, hein, quand il y a notamment quand on code quelque chose, souvent ils n'acceptent pas. C'est-à-dire, il n'y a pas grand monde qui accepte de commencer à travailler sans avoir été payé au moins un premier acompte. Et il y a beaucoup d'arnaques sur ce premier acompte. Tu peux le dénoncer, son profil va être délité, il va en recréer un autre et il va se remettre une bonne réputation dans la foulée. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, et ce qui fait que c'est bien pour les gens qui ont énormément de boulot, parce que si tu vois 300 personnes qui sont satisfaites, et donc qui ont payé, hein, c'est des gens qui ont payé pour ça, pas de souci. Si tu vois que qu'il y en a 3, bah, tu n'as pas envie de prendre le risque, et ça fait que les gens qui veulent se lancer, les petits nouveaux qui veulent se lancer sur ces plateformes-là, bah, personne n'a confiance, donc ils ont du mal à se lancer. C'est l'expérience que j'en ai eue. Je dis pas que c'est comme ça partout, mais c'est l'expérience que j'en ai eue. Et je t'avoue que moi, ça m'a un peu frustré. Ça m'a un peu frustré. Le premier truc, hein, que, à mon avis, tout le monde est tombé, c'est que tu postes un projet. Plein de gens te disent, OK, moi, je te le fais pour tant. Il y a peut-être 5 personnes que j'ai contactées. Quand on a commencé à parler plus en profondeur du projet, de ce qu'on voulait, etc., les prix n'avaient rien à voir. Ils explosaient. Et quand tu demandes à chaque fois, mais vous aviez mis ce prix-là, ah, mais c'est pour avoir un premier contact avec le client, sinon on peut pas sinon on se fait jamais sélectionner, donc de toute façon on peut pas parler du projet, on peut pas aller plus loin. Donc tu vois, c'est pas, il y a ce problème de trust, hein. Et ça il va falloir trouver. Je suis sûr qu'on trouvera des façons de régler ça, mais en tout cas aujourd'hui, je crois que c'est le problème numéro 1 de ces plateformes-là. Ok, William, est-ce qu'il y a un autre point dans l'article qui t'a toi intéressé? Alors, je t'ai entendu dire que je pensais que les imprimantes 3D c'était fini. Je crois pas que c'est fini, au contraire, je crois que c'est le tout début. On est passé avec Google, l'entreprise qui nous a racheté Carbon 3D, on est passé en fait d'imprimantes 3D pour faire des prototypes à des imprimantes 3D pour faire de la production. Maintenant, ce qui a vraiment changé dans les imprimantes 3D, c'est que c'était entre les mains des ingénieurs et que ça vient de passer entre les mains des chimistes. Et ça fait une grosse différence. Ok, alors tu parles de chimie, je voulais juste vous préciser quelque chose, je ne sais pas si vous avez regardé. Cet article, moi, il m'a vraiment beaucoup plu parce que ça balance beaucoup de choses, mais ça fait quand même, c'est quand même très travaillé, hein, c'est pas balancé comme ça. Ça parle de futur, ça parle de dans 15 ans. Je trouve que c'est résolument jeune comme vision, de pouvoir dire qu'il y a encore plein de choses à faire, qu'il faut savoir s'adapter. Je reprends l'éthique de l'article, hein, des textes de l'article. Il faut savoir s'adapter, surveiller son environnement pour bouger en temps réel. Le manager augmenté de demain sera travailler avec ses salariés, composer le lien social. La personne qui l'a écrite s'appelle Joël de Rosnay, en tout cas qui a fait cette conférence. Cette personne-là est chimiste, donc tu parlais de chimie, c'était juste le petit clin d'œil.
Mais cette personne a surtout 79 ans. Quand j'ai vu cette information, c'est ce qui m'a vraiment décidé de pouvoir vous balancer ça aujourd'hui. Parce que il parle beaucoup des jeunes, il parle de la génération des millennials dans laquelle on est dedans, hein, que tout va changer, l'entreprise du futur sera humaine et digitale. C'est fini, l'entreprise d'avant, c'est terminé. Il faut qu'il y ait de la confiance. Ça rejoint ce que tu viens de dire à l'instant, William, sur les arnaques, etc. Mais il va falloir qu'on puisse travailler vers ça et pouvoir se faire confiance pour ne pas être cloisonné dans un bureau et savoir qu'il y a quelqu'un qui bosse pour toi à l'autre bout du monde. Et je trouve ça hallucinant, mais vraiment hallucinant qu'une personne puisse avoir une vision comme ça. Il dit il prévoit la fin du salariat d'ici 2030. 44 millions d'Américains travailleront en indépendance sur une base hebdomadaire régulière. Aujourd'hui, les millennials représentent déjà 30% d'entre eux. C'est la réalité et on ne peut rien y faire. Alors lui, peut-être que maintenant qu'il a toute son expérience, il voit le truc venir et il sait que de toute façon, on ne pourra rien y faire. Peut-être que les gens qui sont entre nous, entre les deux âges, ont plus de mal à se faire à l'idée, je sais pas, mais moi j'en reste convaincu, hein. Je suis convaincu par 100% de ce qui est dit, hein. Je voudrais juste revenir sur un élément, c'est qu'on ne fait pas partie des millennials, ni toi, ni moi, ni... Si. puisque... Si. Si, en fait, la définition... Alors, ouais, moi, je l'ai rechecké récemment. Les millennials, en fait, ce ne sont pas ceux qui sont nés en 2000. C'est en fait... Les millennials, c'est une autre façon de dire la génération Y, qui sont nés dans les années fin 80-90. Parce qu'ils avaient dit 5 à 10 ans en l'an 2000. Ouais. Mais je pense que c'est une des bonnes définitions. Je suis pas loin non plus, mais je pense qu'aujourd'hui, on parle en fait tu connais, je sais pas si vous connaissez les entreprises de service design. Il y en a une que je connais très très bien qui s'appelle Fjord, qui est très connue en Amérique du Nord et qui design les services de demain. D'accord, donc si vous avez déjà entendu parler de design thinking, etc., ce sont des éléments sur lesquels nous on travaille. Et aujourd'hui, on s'intéresse à ces personnes-là qui en fait ont alors je parlais de liquid workforce, qui ont des liquid expectations. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc des attentes liquides. Ils ont un curseur, un niveau de seuil, un taux de seuil qui est constant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils s'adaptent, par exemple à Uber, par exemple, un nouveau service, ils vont s'attendre à avoir le même service autre part. Mmh. Typiquement, j'allume mon téléphone, je peux tout de suite avoir une voiture et puis payer sans même échanger ne serait-ce qu'un billet ou quoi que ce soit. Je m'attends à avoir ça quand je vais au supermarché où là, je passe sans payer, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une attente transversale qui vient traverser toutes les frontières des business, en fait. Mais alors, là, on parle de quelque chose quand même qui est important et on le définit très mal. Je pense pas que ce soit une question d'âge. Je pense pas que ce soit... La preuve, avec Joël de Rosenay. 79 ans. Voilà. Je crois que c'est une question de mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bénéficient de la mondialisation. Il y en a qui, au contraire, sont les grands perdants de la mondialisation. Et ça pose un problème parce que tu te retrouves d'un côté avec les gens comme nous, et nous on est les bénéficiaires, hein, qui sont prêts à s'éloigner de leur famille, qui sont prêts à bouger, à être très flexibles, qui sont formés pour ça, et qui devenir freelancer n'est pas un problème parce qu'on peut trouver du boulot comme ça et on sera payé, voire on sera mieux payé comme ça. Or, il y a toute une partie de la population qui n'est pas mobile, qui a une famille dans une ville, je vois ma famille qui est à Cambrai. À Cambrai, toutes les familles sont groupées, c'est-à-dire que les gens ne vont pas vivre très loin de leur famille. Je suis une des exceptions. Et ces gens-là vont perdre. Si t'es pas prêt à t'en aller, tu vas perdre en salaire, tu vas pas avoir de job stable, tu vas être le grand perdant de la mondialisation. Non, c'est un bon point. Je pense que il y a plusieurs définitions, effectivement, plusieurs attentes, mais je pense qu'il y a aussi un clivage qui est fait. C'est difficile puisqu'on est centré sur nous-mêmes, c'est difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est né avec Internet, de quelqu'un qui est né avec un smartphone, de quelqu'un qui est né... Tu vois ce que je veux dire? C'est très difficile, je pense, de faire cet exercice-là, de savoir comment tu vas penser. Juste pour éclaircir mon propos, c'est qu'on travaille beaucoup, on a beaucoup d'attentes sur nos profils à nous. C'est-à-dire qu'on en parle partout dans les médias, etc. C'est génial. Et on oublie
ces grands perdants de la mondialisation. Et on ne veut pas en parler. Et je crois qu'il n'y a aucune entreprise qui travaille sur eux, justement. Et moi, ça me gêne un peu, parce qu'on considère, grosso merdo, que ça passera, on les oublie, on n'en parle pas, et viendra une nouvelle génération, et ça fait rien. Si je devais faire un parallèle, ça fait penser un peu aux mineurs sous Thatcher. Voilà. Au bout d'un moment, on a arrêté de parler d'eux, ils ont vécu dans une grande pauvreté, ils sont toujours dans une grande pauvreté, mais au final, l'histoire continue, on passe. Oui. Fabien, est-ce qu'il y a un dernier aspect de cet article dont tu voulais parler ? Vraisemblablement, je pensais vraiment à cette industrie 5.0, donc on a parlé de l'imprimante 3D, je voulais juste parler de cet aspect de délocaliser finalement la chaîne de production vers l'individu, c'est-à-dire que maintenant, peu importe qui peut s'acheter une imprimante 3D et donc réaliser ses propres prototypes produits et pratiquement vraiment déplacer en fait la supply chain, donc chaîne de distribution. Et ça, je vous invite juste à penser à ça dans des processus plus classiques où nous produirons la pièce manquante ou l'ultime customisation du produit qu'on a acheté chez nous afin donc d'avoir le produit fini, je dirais, et vraiment à la fin de chaîne, chez vous. Et ça, je vous invite vraiment à penser à ça dans des je dirais des business models classiques où la supply chain va être complètement renversée, en tout cas, va être très très impactée par l'arrivée de cette imprimante 3D. Alors on a parlé de la pharma, on a parlé évidemment d'autres industries, mais pensez à toutes les industries avec leur supply chain qui vont être vraiment impactées par cet aspect-là. Si vous avez encore du mal à croire à ça, à la production à la maison, je vous invite à aller taper sur Google Carbone 3D. Imprimante 3D, Carbone 3D. Regardez les vidéos et vous allez, je crois, être vite convaincu que oui, on va pouvoir produire un tas de choses chez soi. Alors, on enchaîne avec le second sujet, qui est un sujet en lien avec un thème que l'on a abordé dans l'épisode précédent sur le transhumanisme, qui est lié en fait, celui-ci, à un thème sur l'eugénisme, donc sur la manipulation génétique du code génétique humain. Et je souligne le mot. Cet article est basé finalement sur la possibilité de breveter, donc de poser un brevet sur la conception d'un génome, je dirais, synthétique humain. Alors, voilà, des gros mots là, mais pour faire simple, il est possible donc de synthétiser de l'ADN, ça c'est pas nouveau. Cela étant, synthétiser de l'ADN humaine avec les procédés aujourd'hui et les recherches avancées en génétique, on sait manipuler de l'ADN, on sait changer de l'ADN humaine provenant d'un humain, je dirais, naturel, mais on sait aussi en synthétiser. Le but de cette synthétisation génétique, c'est de créer, si vous voulez, un humain ou un génome humain immunisé de certaines maladies à des fins thérapeutiques. Tout simplement, on va synthétiser soit une séquence de gènes qui normalement est défectueuse chez certains patients, et on va donc pouvoir soit réinjecter ou traiter les patients finalement avec cette synthétisation-là. Donc l'article sur lequel je me base a été publié sur The Verge et il date du 23 juin par ailleurs, donc il est très récent. Et il parle en fait d'une entreprise qui avait essayé de poser un brevet sur des gènes humains, sur en fait 2 gènes, et ils se sont fait refuser par l'Institut des brevets américaine, qui a dit qu'en gros, tout ce qui était naturel, finalement, issu de la nature, ne pouvait pas être breveté. En tout cas, les gènes humains appliqués au système de brevet, ça faisait pas de sens. Donc ça, l'entreprise s'appelait Myriad Genetics, et donc du coup, ils se sont pris un refus, et ça a fait un peu jurisprudence sur cette question-là. Par contre, donc une nouvelle initiative là, pour poser des brevets sur des gènes synthétiques, donc qui n'ont rien à voir avec des produits, je dirais, naturels, se pose, puisqu'une initiative nommée AJP Wright, donc qui est un projet, qui vise donc à synthétiser une séquence d'ADN humaine immunisée contre le cancer et contre les maladies. Et c'est donc une initiative très intéressante.
Et effectivement, là la question se pose. Est-ce que effectivement, eux vont pouvoir passer avec un brevet qui est valide, puisque lui se reposant sur une technicité humaine, c'est-à-dire une possibilité donc de synthétiser à partir, je dirais, d'éléments non naturels, un génome humain. Donc là, ça pose des questions, déjà des questions d'éthique tout simplement. Alors le bien fondé de la chose, c'est qu'effectivement, ça va être pour des bienfaits thérapeutiques, donc d'avancer dans la science en se basant sur ces nouvelles avancées. Et puis d'un autre côté, est-ce qu'on respecte totalement l'éthique? Est-ce qu'il y aurait des dérives à cela? Alors c'est pour ça que je voulais poser cette question-là à vous deux, les gars. Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet-là? Oui. On en avait déjà parlé lors de notre épisode 0. En tout cas, moi, j'avais évoqué le fait que tout ce qui touche au médical devait forcément être ouvert. Je suis vraiment convaincu de ça. Je pense qu'on ne peut pas... Pour moi, brevet veut dire fermeture. Alors, pas total. Hein. Je sais que ça permet de pouvoir communiquer sur certaines choses, mais malgré tout, derrière tout ça, derrière chaque avancée, je vois, moi, une fermeture aux autres. Et du coup, je suis jusqu'au bout des ongles opposé à tout ce qui peut être fermeture du progrès. Et d'autant plus s'il y a des fonds publics. Alors, c'est pas clair dans l'article. Tout n'est pas clair. Le plan n'est pas établi. Ça parle beaucoup. Ça, à mon avis, ça prêche un peu le faux pour savoir le vrai aussi. Les gens doivent balancer un peu les infos, voir comment ça réagit peut-être. Mais il parle de fonds propres, enfin de fonds privés, de fonds publics. Peut-être qu'il y aura une partie, peut-être qu'il n'y en aura pas. De toute façon, s'il y a des fonds publics, c'est un peu impensable qu'il puisse y avoir des brevets. Mais à côté de ça, je sais très bien qu'on ne peut pas non plus faire travailler des gens dans des labos aux quatre coins du monde sans qu'il y ait une retombée financière. Je sais bien, mais je reste vraiment convaincu qu'on ne peut pas le faire. Et puis le deuxième argument, c'est que ça va forcément, s'il y a des barrières, il y aura des barrières à l'entrée, mais il y aura des barrières à la sortie. Et du coup, si seuls les riches peuvent se payer des traitements contre le cancer, là, j'ai même pas besoin de développer ce point, quoi. Ça va creuser les inégalités, et ça pour moi, c'est dramatique. William ? Alors, c'est intéressant parce qu'on voit pas ça de la même façon. De un, je crois que c'est pas le même marché que la mécanique, par exemple. La mécanique, un mec dans son garage peut déposer un patent, le mec il peut découvrir quelque chose. C'est pas le cas de la génétique. Pour la génétique, il faut des usines à gaz au niveau des entreprises, il faut des financements colossaux que les pouvoirs publics ne peuvent pas mettre en place. Or, c'est des acteurs privés qui ont les moyens de faire ça. Ils ne se lanceront jamais sans des garanties. Maintenant, il faut voir que patent, on parle de 20 ans, et je crois qu'on parle de maximum 25 ans pour tout ce qui est médicaments maintenant, c'était un peu changé. Pourquoi c'est passé à 25 ans pour les médicaments? C'est parce que, je ne sais pas si c'est 21, 22 ou 25, j'ai un doute, c'est parce que ça coûte trop cher à développer. Les recherches coûtent extrêmement cher. Il faut comprendre que 25 ans, même 25 ans, je prends le pire des cas, c'est rien à l'échelle de l'humanité. C'est-à-dire que 25 ans plus tard, non seulement avec le patent, ils auront dévoilé la recette, entre guillemets, donc tout le monde sait comment c'est fait. Donc on perd pas ce savoir-là, c'est pas genre je le garde pour moi et je le diffuserai jamais. De deux, 25 ans, alors, tu peux être frustré si tu es concerné par un cancer, que tu peux pas te lâcher sur le coup, mais faut regarder ça à l'échelle de l'humanité, que dans 25 ans, toute l'humanité en bénéficiera. Quand je dis 25 ans, faut bien comprendre également qu'il y a du temps de développement là-dessus. Ça, entre le moment où on pose le patent et le moment où on commence vraiment à commercialiser, parce que c'est prêt, on perd pas mal de temps. Sans ça, je pense vraiment que l'effet, ça sera, on arrêtera les recherches. Les instituts publics, on en arrive à une complexité telle que les instituts publics n'ont pas l'argent, et surtout en ce moment, n'ont pas l'argent pour lancer ces recherches-là. Mais je crois qu'en fait, le choix en ce moment, il est entre ne pas faire ces recherches, ou faire ces recherches, à avoir pendant quelques années une inégalité, mais qui au final bénéficiera à l'humanité entière. Je trouve que c'est très intéressant. On peut se poser aussi la question du droit en lui-même. Est-ce que le droit va évoluer? Puisque tu as parlé qu'on fait un espèce de traitement de faveur, ou du moins on a adapté le système de brevet pour les médicaments parce que tant de conception très long, etc.
Est-ce que là, le droit arrive à une de ses limites où il faut se reposer des questions sur cette unicité un petit peu de travail et de technologie qui est la génétique engendrant quelque part quelque chose d'aussi pointilleux et d'aussi sensible que de la génétique humaine, on s'entend. Donc c'est pareil que le clonage, c'est pareil que sur ces questions-là, est-ce que dans ces cas-là, le droit n'est pas un point où il faut qu'il évolue pour s'adapter à ce genre de réalité? Ce que je vais dire, c'est horrible. Et je sais que c'est horrible aux oreilles de pas mal de monde. Mais pourtant, c'est la réalité. Le droit va s'adapter à l'économie. Il peut pas ignorer le fait qu'on est en concurrence, qu'aujourd'hui l'Europe et les États-Unis ont longtemps mis des barrières aux recherches sur les embryons, etc. Et que comme la Chine est profondément eugénique et qu'elle en a rien à faire, elle se lance dans les recherches et que du coup ça modifie le droit européen et le droit américain parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre du retard là-dessus. Et donc au final, le droit, certes pendant longtemps il y a eu un aspect éthique, mais je pense que l'aspect éthique va laisser la place aux intérêts économiques. Non, mais je dis pas que ça va contraindre quoi que ce soit, hein. Je dis juste que le droit va évoluer, mais Ah oui, il va évoluer, faut pas c'est sûr. prendre le droit ne va pas spécialement toujours à l'encontre en tout cas à l'encontre de la liberté économique non plus. J'ai envie de dire que il va juste en fait pas se cristalliser. Aujourd'hui, les questions qu'il se pose, en tout cas sur le système de brevet, les questions d'éthique. À ma connaissance, sont très peu abordées. En tout cas, voilà, on est sur un procédé technique, mais est-ce que demain, sur de la génétique, voilà, ou même aujourd'hui, les questions, aussi bien sur la génétique que sur d'ailleurs l'intelligence artificielle, qui sont des procédés qui viennent un petit peu à la limite ou en tout cas poser de nouvelles questions. Et c'est sur ça que je voulais réagir en disant voilà, je pense qu'il y aura une nécessité d'évolution sur ce droit-là aussi. Forcément, ça sera encadré, ça. Ouais. On ne doit pas pouvoir faire n'importe quoi. Je vais prendre l'exemple des hybrides. Il est interdit de faire des hybrides animaux-humains. Ça paraît assez logique. Pourtant, on se demande s'il n'y a pas des gens qui font déjà des recherches là-dessus. Mais ça, c'est quand je te disais qu'il y a des intérêts économiques, c'est-à-dire que pour de la recherche, on n'a pas un intérêt à faire un hybride, mais en termes de recherche, beaucoup de monde serait intéressé à faire ça, notamment pour tout ce qui est vaccin, etc., immunité, etc. C'est très intéressant. On l'interdit. De une, est-ce que les recherches vont vraiment s'arrêter dans un monde mondialisé comme aujourd'hui? De deux, est-ce qu'on va se le permettre économiquement de passer à côté de ça? Voilà. On n'y répondra pas. Je pense que c'est intéressant. En tout cas, ça fait toujours écho à ce sujet de transhumanisme. On vous avait dit qu'on essayait de conserver un petit peu de temps en temps ce thème-là. Je pense que c'était intéressant de revenir sur ce point de l'eugénisme et de voir que c'est en pleine actualité encore aujourd'hui. Alors, je vais conclure cet épisode avec le dernier sujet, qui est l'emploi face à la robotisation. Foxconn, il n'y a pas longtemps, vient de licencier 60 000 personnes sur 110 000 de leurs employés pour les remplacer par des robots. C'est énorme, c'est plus de la moitié. Ça pose des vrais problèmes parce que ça, c'est une sorte de proof of concept, c'est-à-dire que c'est le premier à le faire à cette échelle-là, et ils ont montré que ça marche, et que ça marche très très bien. Foxconn, vous êtes déjà au courant, ont eu plein de problèmes au niveau des droits humains notamment. On peut le dire, ils exploitaient les gens, ils faisaient vivre dans des conditions vraiment inhumaines. Au lieu de régler le problème et de dépenser plus d'argent pour qu'ils vivent dans les meilleures conditions, eh ben, ils ont décidé de remplacer ça par des robots. Alors il faut bien comprendre que les robots, c'est des robots qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent. C'est pas seulement un bras mécanique par exemple, c'est un bras mécanique avec une caméra dessus. Une caméra et une petite intelligence artificielle qui permet à ce bras mécanique de comprendre l'objet qu'il doit saisir, de comprendre si l'objet n'est pas exactement là où il est censé être, le bras est capable d'aller le chercher un peu plus loin et de comprendre dans quel sens il est censé aller le chercher, de lancer une requête automatique à un autre robot si l'objet n'est pas encore là, etc. Donc c'est un nouveau monde dans lequel on est en train de rentrer et qui va poser la question de va-t-il avoir suffisamment de travail pour le reste de l'humanité. Et surtout, tous les pays qui attendaient la délocalisation, qui attendaient que ça soit trop cher en Chine pour que les usines viennent chez eux pour développer leur pays, ce qui était une sorte de promesse non officielle, mais que tous les pays pauvres attendaient. Est-ce qu'on vient mettre fin à ça? Et troisième question que je reposerai, ce sera est-ce que les usines vont revenir en Europe? Est-ce qu'elles vont revenir sans employés
de salariés, ou très peu, mais pour gagner sur les temps de livraison, sur le coût de livraison, etc. Alors, il y a une étude assez intéressante qui montre que dans ces grappes d'innovation, donc le fait d'avoir de l'innovation toujours plus loin, toujours plus automatisée, en fait, on a déjà vu ça dans l'histoire. On s'entend que c'est assez simple de regarder, même si le rythme est plus soutenu. On voit en fait l'impact que ça a sur la structure, je dirais, de la workforce, donc de la force de travail mondiale. Et on se rend compte qu'en fait, la création d'emplois est supérieure à la destruction de l'emploi. Allez, je suis pas d'accord. Je suis pas Par d'accord. contre, Je te laisse mais terminer. l'histoire te donne tort. Par contre, la structure d'emploi en tant que telle, elle change. Évidemment, ceux qui perdent leur emploi doivent nécessairement passer par une reconversion. Et il serait totalement faux de dire que, les emplois créés sont les mêmes, en tout cas réemploient ceux qui ont perdu leur job. C'est faux. Mais d'un point de vue général, si tu regardes, alors il y a plein d'autres exemples, hein, il n'y a pas que les chaînes mécaniques qui vont remplacer ça. Par exemple, l'arrivée des drones va changer complètement la façon de voir les choses en termes de transport de marchandises, en termes de transport de passagers même. Il y a eu des tests qui ont été faits avec des avions sans pilote. Donc voilà, ce qui va changer, c'est que il va y avoir des tonnes de mécaniciens qui vont arriver pour réparer ces drones-là, donc de nouveaux métiers. Des conducteurs de drones, donc avec ça je pense notamment en utilities, notamment dans la gestion de l'électrique ou autre, où tu utilises des drones pour vérifier l'état de tes actifs sur le terrain. Voilà, donc on a des exemples comme ça où tu vois finalement de nouveaux métiers arriver. Là par exemple pour cette chaîne de production, on va avoir des nouveaux ingénieurs qui vont arriver pour maintenir les robots, pour changer les pièces, pour réadapter les programmes. On va avoir des programmeurs aussi. Donc on va avoir là une workforce qui va donc mondiale, qui va changer en termes d'attente, de compétences, de technicité. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un enjeu qui va se poser, c'est sur cette reconversion d'emploi, je dirais, avec un niveau de qualification modéré ou même élevé, mais finalement manuel. Donc cette question-là, elle se pose réellement. Et je pense que il va falloir se poser cette question-là aussi sur les populations qui vont en périr. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne se le cache pas, les métiers manufacturiers, on va chercher donc des populations avec un bas revenu, etc. Donc des populations dans les pays du Sud ou quoi que ce soit. Ça, c'était je dirais, le mouvement classique. Maintenant, ça va changer. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour ces pays-là ? Quelle va être la source de richesse si les attentes et les profils, ou en tout cas ce pourquoi ils étaient recherchés aujourd'hui, c'est plus leur point fort. Alors, je vais vous expliquer pourquoi en 3 points, c'est maintenant complètement faux, cette fois-ci. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les 2 derniers prix Nobel d'économie qui l'écrivent. Les créations d'emplois laquelle tu appelles, c'est les 2 dernières révolutions industrielles. 2 dernières révolutions industrielles qui ont été basées sur quoi ? Sur des révolutions de l'énergie, sur des nouvelles sources d'énergie. Ce qui veut dire quelque chose, on pouvait maintenant faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. On parle de ces 2 choses-là, donc c'est le steam, 2 l'électricité. Donc la vapeur, l'électricité. La vapeur, pardon, l'électricité. Cette fois-ci, ce n'est plus une révolution industrielle qui est liée à l'énergie. C'est une révolution industrielle qui est beaucoup parle d'Internet et qui est liée à l'optimisation du travail, que ce soit par les robots, que ce soit par l'intelligence artificielle, par là je parle des algorithmes, etc. Tu faisais allusion au fait que les gens vont devoir se reconvertir, donc en grosso merdo, hein, les gens qui ont un boulot manuel vont devoir se reconvertir sur les boulots plus intellectuels. Or, tu ne prends pas quelque chose en compte, c'est que pour la première fois, on va commencer à massivement remplacer également les gens qui ont un boulot intellectuel. Je te donne des exemples. Programmeurs, ça ne va plus être fait par des humains. Les robots, maintenant, on en a déjà commencé, hein, c'est-à-dire qu'on a appris aux robots à programmer, il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement. Ça va pas disparaître, hein, les programmeurs vont pas disparaître, mais on va garder on va garder que les meilleurs programmeurs. Et de 2, ça sera suffisant, et un nombre très limité de programmeurs sera suffisant pour gérer tout le travail à faire là-dessus. Il ne faut pas sous-estimer, vraiment, ne sous-estimez pas ce que peut faire l'intelligence artificielle, c'est en train d'exploser.
et ça va remplacer une grosse partie des métiers qui sont intellectuels. Regarde, je travaille dedans dans l'intelligence artificielle. On a des exemples de startups qui viennent nous montrer des programmes qui se programment eux-mêmes. Exactement. À chaque requête, ils créent un mini-programme pour répondre à cette requête-là. Notamment, ça se fait beaucoup dans les structures de NLP, de Natural Language Processing. Le seul truc, c'est que il reste quand même aujourd'hui beaucoup d'intelligence humaine dans la conception. Même quand tu regardes, un programme ne va pas se créer en tant que tel pour toute la chaîne. Si tu regardes toute la chaîne, il reste encore. Peut-être pas encore, ok. Mais je trouve qu'il y a quand même. C'est aussi faux de s'avancer sur ce point-là que de s'avancer sur le point. Alors il y aura moins de programmeurs. Fine, il y aura moins de programmeurs, mais il y aura besoin d'autres éléments plus mécaniques. Pour l'instant, on n'y est pas encore au fait que les robots se répareront par d'autres robots. On va y aller aussi, mais je veux dire, tu vois, il y a beaucoup de. Je trouve que c'est très facile de miser sur. C'est la vitesse et l'ampleur qui changent tout. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, 60 000, je te prends, regarde. La vitesse à laquelle on est en train de détruire les emplois, 60 000 sur 110 000. Et ils vont peut-être aller encore plus loin. Donc, c'est énorme. Moi, je ne deviendrai pas RH aujourd'hui. Je ne deviendrai pas RH parce qu'avec tout ce qui est en train de sortir en algorithme sur les RH, on va couper les RH. Il va y avoir très peu de RH bientôt. Tu peux donner cet exemple-là sur énormément de métiers, c'est-à-dire sur une majorité de métiers. Conducteur, j'ai lu ça quelque part, que conduire, c'était le métier numéro 1 dans le monde. C'est pas la majorité de métiers, mais c'est la catégorie de métiers qui a le plus grand nombre d'employés. Ça va disparaître, on le voit bien avec la Google Car, on le voit bien, ça devient tellement performant, voire un jour on interdira les humains de conduire parce que c'est trop dangereux par rapport à ce qu'un robot peut faire. Je crois qu'on a une échelle complètement différente de ce qui s'est fait. Que la création, tu vas mettre trop de gens à la rue, d'un coup, avant qu'ils aient pu se reconvertir. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir le temps de se reconvertir, et il ne va pas y avoir la création de métiers. Vraiment, je ne crois pas, j'en suis convaincu, je ne suis pas le seul. C'est quand même des pointes qui me disent, il n'y aura pas la création d'emplois qui suffira pour couvrir tout le monde. C'est un bon point. Un petit mot pour toi, Greg, si tu voulais juste réagir. Ce qui me fait halluciner dans tout ça, c'est qu'on parle de Foxconn. Hein. C'est pas non plus l'entreprise du quartier. Hein. C'est un acteur majeur et divisé par plus de 2. Alors, ils vont pas non plus mettre 60 000 personnes à la rue. Ils le disent. Hein. Ce sont les mots de Foxconn qui vont permettre à ces travailleurs de se concentrer sur des tâches de valeur ajoutée et des éléments plus importants et sur recherche et développement, quality control. Mais bon, on sait très bien que les gens qui... C'est un point qui est débattu. Ouais, mais... Et il faut savoir que ça, ils ont justement... C'est mal dit. C'est très mal dit. Les employés, 60 000 employés ont déjà été licenciés. Ah, on te parle des autres employés qui sont là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils ont dit, non, on ne va pas licencier de personnes additionnelles. Il faut comprendre que les 60 000 ont déjà été licenciés. Voilà. Que les 40 000, et qu'on parle des 40 000... Mais c'est ça, tout le monde s'est posé la question quand c'est arrivé. Si, les 60 000 personnes ont déjà perdu leur emploi et n'ont pas été remis ailleurs. C'est les autres qui restent, qui, eux, vont devoir, grâce à ces robots, multiplier leur capacité de travail. Comme ils seront assistés, ils seront capables de faire plus par individu. Ouais, forcément. En même temps, il y a un truc qui, et je vais peut-être finir là-dessus, c'est que si tu appauvris l'ensemble de ton tissu, je dirais, général de ta population mondiale, si tu l'appauvris parce que plus de boulot, qui va acheter Exactement. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On s'en va vers une catastrophe. Et donc, du coup, oui, mais non. Je pense qu'il va y avoir une autorégulation, c'est que les gens vont se rendre compte de ça et qu'il va y avoir une espèce d'éthique économique qui va, de fait, devoir se mettre en place. Tu es en plein dans l'actualité. Elon Musk a investi de l'argent, mais je crois que c'est à hauteur de millions, voire millions de dollars, je pense, pour justement aller à l'encontre de l'intelligence artificielle et de décroître, d'activer un espèce de mouvement de décroissance sur l'intelligence artificielle. Tu ne pourras pas. Alors, il y a trop d'intérêts économiques directs. C'est Elon Musk quand même qui s'en charge. J'en suis sûr, mais voilà. Ce que je veux te dire, c'est que je peux pas être aussi... Je te sens super catégorique là-dessus. Ouais, c'est clair. Et je serais pas catégorique à ce point.
Parce qu'il y a quand même du rationnel. On va pas se mettre à automatiser pour automatiser. C'est que je pense qu'à un moment donné, on va arriver à un point où il va falloir se poser une question, et je pense que la législation ou qu'est-ce permettra, je pense, d'arriver de s'arrêter avant le point de non-retour. Et il y a aussi beaucoup d'autres questions Tu es en pleine actualité au Parlement, dans les parlements de tous les pays européens en ce moment, on est en train de parler du financement et de taxer les robots pour à la fois freiner cette robotisation et de deux, financer la redistribution des richesses, puisque la robotisation va concentrer ces richesses-là. Pourquoi est-ce que les gens robotisent ? C'est pour un gain d'argent. C'est-à-dire ceux qui ont l'argent veulent investir dans la robotisation pour avoir un retour sur investissement. Ils ne sont pas concernés par le bien-être de la planète, si tu veux. Je pense que fondamentalement, chaque humain pense d'abord à lui-même. Et du coup, on ne pourra pas freiner ça. Rappelez-vous de Mercedes. Rappelez-vous de Mercedes qui a réintensifié sa chaîne de production avec des humains. Et on s'est tous dit, mais non, mais attends, c'est un calcul utilitariste très simple en disant voilà, aujourd'hui le capital humain est plus rentable, remettons des humains sur la chaîne de production. Voilà. Donc ce que veulent faire avec ces taxes-là, ça sera un levier économique pour justement rendre plus rentable à un moment donné le rappel de personnes sur la chaîne plus que les robots. Il faudrait, si on y arrive, c'est le seul moyen d'arrêter ça, c'est de rendre plus rentable le fait d'employer des humains. Ça va être dur notamment à cause de la concurrence internationale. Si un pays commence à taxer les robots, par exemple, tout le monde va partir dans d'autres pays. Donc s'il n'y a pas une entente, et c'est ce qui fait que les pays n'arrivent pas à s'entendre, parce qu'il y a toujours quelques acteurs qui vont dire « Ah non, moi je ne veux pas participer » parce qu'il veut attirer l'emploi chez lui. Ah oui. Je suis assez pessimiste, tu as raison que je ne devrais pas m'engager sur un résultat comme ça, mais c'est effectivement... C'est ma vision des choses. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir accompagnés. Nous espérons que vous avez été comme nous passionnés par tous ces sujets. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à commenter. Et puis nous vous donnons tout simplement rendez-vous très prochainement pour l'épisode suivant. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à vous. Ciao, ciao. Au revoir. Merci, ciao.